Merci à tous. On va enchaîner avec la présentation du contenu de la formation, du coup, avec les enseignants qui sont Francine Fayolle, Michel Semenou, et puis on va parler un petit peu l'international avec Laurence Potier et Lionel Boileau. Est-ce que vous êtes connectés, messieurs, dames? Tout à fait Mathieu, tout à fait pour Lionel. Merci Lionel. Donc c'est Priscilla qui va rester avec nous et qui va modérer cette session. Oui. Donc elle va enregistrer vos questions et donc on va vous laisser présenter et puis il y aura une restitution ensuite. Ça marche? Ben, ça a l'air. Je ne sais pas si Francine est connectée là. Si, si. Oui, c'est bon. Je suis là. Ah, ça m'inquiétait. Et je crois que Laurence aussi devait être par là. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Super. Laurence peut allumer sa caméra aussi si elle le souhaite. Non, elle ne le souhaite pas. Si, elle le souhaite. J'arrête de partager mon écran et je vous laisse. Ben, on va peut-être pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de porter de l'intérêt à notre école et de participer à ce forum qui est aussi une nouveauté pour nous. Les conditions sanitaires, c'est un moyen qu'on a choisi de mettre en place pour pouvoir communiquer avec le public et les différents viviers de recrutement qu'on avait pour notre école. Donc peut-être avant de commencer, on va se présenter, on va être 4 en fait pour animer la série questions-réponses, plus Priscilla qui va jouer le rôle de modératrice, qui va surveiller la discussion. Voilà, donc on va peut-être se présenter. Lionel, tu commences ? Ok, ben merci Michel, je veux bien commencer. Donc Lionel Boileau, donc moi je suis professeur à Oniris depuis pas mal d'années, je n'ose pas le dire même. Voilà, donc je suis là au titre de l'international, on va dire, j'ai eu en charge le développement de la stratégie internationale sur les 10 dernières années à Oniris. Voilà, et aujourd'hui, enfin depuis peu, je suis le directeur délégué du site de la Géraudière, donc de la partie du campus agroalimentaire. Voilà. Peut-être Laurence, puisque c'est un petit binôme avec Lionel. Oui, bonjour à tous. Je suis maître de conférence en génie des procédés à Oniris depuis 9 ans maintenant. Accessoirement, j'étais ancienne élève de l'école aussi. Donc, j'ai eu Francine, Michel et Lionel comme prof un certain nombre d'années. Et puis, donc, je m'occupe des relations internationales, en particulier de la partie voir si les enseignements que les étudiants vont vouloir suivre à l'étranger correspondent bien aux critères qu'on a à l'école et qu'ils vont bien pouvoir être validés chez nous pour l'obtention du diplôme final. Voilà. Francine. Voilà, bonjour. Donc Francine Fayolle, moi aussi je suis enseignante à Oniris, et bien depuis longtemps, comme l'a fait remarquer Laurence. Et donc j'ai eu la lourde tâche de travailler sur la nouvelle maquette qui va justement vous être présentée tout à l'heure. J'imagine que vous avez eu pas mal de discussions avant avec des étudiants actuels. Donc par rapport à ce qu'eux vivent en ce moment, ce qu'on va vous proposer à partir de la rentrée prochaine va être relativement différent sur un certain nombre de choses. On y reviendra peut-être dans la discussion. Et donc, j'ai piloté le travail qui a été fait par l'ensemble des collègues sur cette maquette. Merci. Donc, Michel Semenou, je suis maintenant, depuis le mois de janvier 2021, directeur de formation sur la partie ingénierie. Et donc, voilà, je vais animer. Je suis aussi enseignant-chercheur depuis, je crois que je suis le plus vieux là, dans le quatuor qui est chargé d'animer ce petit forum. Oui, je donc voilà, ce qu'on vous propose en fait, c'est de faire une petite présentation globale sur la formation, les différents concours, l'international, la vie étudiante, tout l'environnement de la formation. Et puis sur la deuxième partie, c'est là que Priscilla va entrer en jeu, mais elle risque d'entrer en jeu dès la présentation pour trier un peu les questions et nous les transmettre au fur et à mesure pour qu'on puisse répondre à vos interrogations.
Donc, Lionel, Laurence et Francine, vous intervenez si vous voulez amener des précisions lors de la présentation. Donc, globalement, la formation ingénieur à Oniris, d'abord, c'est une formation ingénieur qui est accréditée par la CPI. Vous avez pu voir, Mathieu Crapard vous l'a présenté tout à l'heure, l'introduction par la directrice générale qui est encore disponible sur le site et l'adresse du site sur le forum que j'ai remis ici. Donc, ingénieur Oniris, on ne voit pas tes diapos. Présentation, Michel. Excusez-moi. Je vais essayer de savoir pourquoi. Raté, c'est pas celui-là. Ça va venir. Ça doit être l'âge en fait. Je vais le trouver, partager. On n'est pas inquiet, mais l'heure tourne quand même. Ouais, c'est gentil. C'est mieux là? C'est bon. Super. Parfait. Donc voilà, je vais masquer ça, moi. Donc, Oniris, école d'ingénieurs qui forme en fait des spécialistes de l'agroalimentaire, qui est le premier secteur industriel français de l'alimentation et des bioindustries. Comme l'a précisé une des étudiantes ou un des étudiants qui est intervenu tout à l'heure, le Grand Ouest, c'est vraiment une grande région au niveau agroalimentaire et agronomie. Donc, la formation qu'on dispense à Oniris, elle s'inscrit dans les enjeux majeurs de la société à l'heure actuelle et qui sont d'une part la sécurité alimentaire, la transition énergétique et agroécologique, tout ce qui va tourner autour de développement constant des entreprises, l'évolution des marchés, développement du numérique et l'essor des biotechnologies au service des industries. Donc, je vous ai mis là ici la plaquette que vous pouvez aller consulter sur le site de l'établissement. Donc, être ingénieur, ce n'est pas uniquement un seul métier, ce sont des métiers. Donc, ce que je vous ai mis là, ce sont les différents domaines dans lesquels nos étudiants exercent leurs fonctions, que ce soit en recherche-développement, soit produits, soit procédés, soit data scientist, consultants, chercheurs. Il y a aussi des enseignants-chercheurs. Certains en font partie. Dans le secteur de la production, donc tout ce qui va tourner autour de responsables de production, responsables ingénieurs de développement industriel, responsables logistiques, tout ce qui va tourner autour du marketing. Je crois qu'il y a eu des questions sur le marketing tout à l'heure parmi les étudiants qui ont posé des questions. Donc, on va trouver chargé d'études marketing, chargé d'affaires, entrepreneur, responsable communication et tout ce qui va tourner autour de la qualité. Donc, ingénieur qualification, responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement, contrôleur de gestion. Vous avez un petit film qui est à votre disposition qui vous permet d'avoir un peu une idée sur le placement de nos étudiants à 3 mois, 1 an et 3 ans et les différents secteurs dans lesquels ils exercent leurs fonctions. Donc, les compétences de l'ingénieur Oniris, ça va tourner autour de la conception, de la création, de l'optimisation d'un produit ou d'un procédé. Tout ce qui va tourner autour du pilotage d'un processus de production, donc gestion d'une unité, coordonner une production avec les autres services, manager une chaîne logistique. Et bien évidemment, s'adapter aux exigences propres de l'entreprise et de la société au niveau de la sécurité du consommateur, de la qualité sanitaire et nutritionnelle, de l'innovation et d'intégration dans une organisation pour être en mesure de l'animer, de la faire évoluer. Et là, vous avez une petite vidéo qui est à votre disposition sur la nouvelle maquette à partir de la rentrée 2021 où Francine expose un peu tout ça. Donc, les recrutements et les voies d'accès. Recrutement et voies d'accès, en fait, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Il y a pas mal de voies d'accès pour intégrer Oniris. Donc, en gros, il y a tout ce qui porte sur les recrutements quand vous êtes entré en études supérieures, donc que ce soit concours A, ATB, concours B, C2, C et concours apprentissage. Et puis, on a depuis 2 ans maintenant un cycle préparatoire intégré qui est monté en commun avec AgroCampus. On a une 20aine de places. Alors, par rapport aux questions, je vais faire un petit aparté là sur ce concours-là. Voilà, donc ce concours, c'est un concours qui est post-bac. Vous passez les 2 premières années du cycle préparatoire à AgroCampus Ouest à Rennes. Si vous intégrez ce concours-là, vous intégrez sur Oniris. Donc, quand vous intégrez, vous êtes fléché Oniris. Et après les 2 premières années à Rennes, je pense que c'est vraiment important de le préciser,
vous finirez votre formation complète, les 3 dernières années, sur le cycle ingénieur réalisé à Oniris. Donc, l'entrée en première année, ça se fait via Parcoursup. Hein. Donc, j'ai remis ici un peu le calendrier que l'on avait. Alors, par rapport à des questions sur le déroulé du concours, Francine, tu compléteras si je me trompe, hein. Mais je crois qu'on a une phase d'admissibilité des dossiers, d'examen des dossiers qui doit être vers le 25 ou 26 avril, quelque chose comme ça. Et après, si vous êtes retenu sur cette première phase, il y a une phase d'entretien qui doit être programmée du 3 au 6 mai ou du 3 au 7 mai, soit en présentiel, si les conditions sanitaires le permettent, et ça sera sur AgroCampus à Rennes, soit en distanciel où on montera des systèmes visio pour pouvoir réaliser ces entretiens. Donc, après les autres voies de concours, vous avez toutes ces voies-là et vous pouvez trouver des informations sur le cycle des concours, le service des concours agronomiques et vétérinaires, et je vous ai mis l'adresse ici, donc vous pouvez trouver toutes les informations inhérentes à ces différents concours sur ce site-là. Le contenu de la formation, on forme des ingénieurs sur 3 ans. La première année, c'est une année de socle commun avec la mise en place dans la nouvelle maquette d'un enseignement différencié en fonction du parcours antérieur des étudiants qui intègrent chez nous. Donc, on a souhaité mettre en place des renforcements en maths physique pour un certain nombre d'étudiants, peut-être en dispenser un certain nombre de stages en première année puisqu'ils ont déjà une expérience professionnelle. Par contre, d'autres étudiants, en particulier ceux qui sont issus du concours A et ATB, seront amenés à réaliser un stage en industrie pendant la première année puisqu'a priori, leur formation ne leur a pas permis d'avoir de connaissances quelconques du milieu industriel. À l'issue de la première année, on arrive au niveau ME1. En fait, là, il y a une petite voie d'accès avec un concours D avec 3 à 4 places qui sont offertes chaque année pour des titulaires d'un master première année. La deuxième année, elle a quand même une particularité, c'est le fait que les étudiants doivent impérativement réaliser un semestre obligatoire à l'international. Donc, soit sous la forme de mobilité académique sur le semestre 7 ou le semestre 8, soit sous la forme de mobilité en stage. Donc voilà, ça je pense qu'on aura une discussion ou des questions qui porteront là-dessus. Et puis on a également souhaité proposer aux étudiants de construire leur propre parcours en fonction de leur projet professionnel avec un nombre d'enseignements au choix qui seront possible pour les étudiants, qui est relativement important, mais on pourra peut-être y revenir par la suite s'il y a des questions là-dessus. Et enfin, la troisième année, donc, il y a eu des questions sur les présentations des approfondissements. Donc, Oniris propose des domaines d'approfondissement qui sont structurés. Globalement, on a des enseignements académiques de septembre à décembre, et puis de janvier à mi-mars, c'est ce qu'on appelle un projet ingénieur. Donc, les 4 domaines d'approfondissement que l'on propose sont Vivalim, donc le vivant au cœur de l'alimentation, un approfondissement autour des transitions vers un système alimentaire durable, un approfondissement autour de recherche, développement, innovation et un approfondissement autour d'entrepreneuriat, innovation alimentaire. Sans oublier des doubles diplômes qui sont possibles par rapport à notre parcours là, donc parcours ME2, parcours NSA, parcours Manimal, et sûrement un parcours qui s'ouvrira, qui sera biotechnologie de la santé. Le M2 n'est pas complètement construit là, mais pour les étudiants qui intégreront, il devrait être finalisé sans aucun problème là. Des doubles diplômes avec les universités brésiliennes et en fait un double diplôme ingénieur-manager avec Audencia qui est partenaire. Vous avez sur le site d'Oniris la possibilité de charger différentes plaquettes inhérentes à ces 4 approfondissements et également récupérer les plaquettes inhérentes à Manimal et au master NSA. Donc, comme les étudiants l'ont fait remarquer lors de la première partie du forum, les étudiants bénéficient vraiment d'un environnement technologique et pédagogique qui est très innovant au travers de différents outils qui sont la halle de technologie, le plateau d'évaluation sensorielle et la salle de co-design. Je vous rappelle que vous avez là aussi sur le site du forum, d'une part, possibilité de faire une visite virtuelle en cliquant sur la carte interactive que vous avez sur le site du forum et de faire une visite également aérienne du site de la Géraudière.
troisième année, donc approfondissement, un projet ingénieur de troisième année qui constitue quand même quasiment la moitié de la formation sur le semestre 9, où les étudiants, par groupe de 2 à 3, seront amenés à conduire un projet pour un total d'environ de 300 heures. Des projets qui sont directement adossés aux thématiques de recherche ou aux problématiques des laboratoires de recherche qui vont vous accueillir dans les domaines suivants. Et puis, une originalité, c'est ID for Food, où on a des projets d'innovation collaborative ID for Food, avec des partenaires qui sont Audencia, l'ESA, l'École de Design et l'Université de Nantes. L'objet étant de travailler donc de façon collaborative avec des étudiants de différents horizons, puisqu'on mélange tous ces étudiants-là entre eux, sur des projets d'innovation confiés par des entreprises. Mais là, s'il y a des questions, je pense que Francine, elle interviendra un peu plus sur ce domaine-là. Un ancrage fort avec le milieu professionnel, sous forme de stage en entreprise, première année, deuxième année, troisième année, donc 9 mois de stage au global en entreprise. Un lien très fort avec l'association des anciens, qui est l'ADAE, où vous avez le site internet à ce niveau-là, et des mises en situation professionnelle en dehors des stages, et une implication de professionnels dans la formation. Donc, présence des professionnels dans les instances de réflexion et de décision de l'établissement, que ce soit le conseil de perfectionnement ingénieur ou le conseil d'administration, DTP dans la halle de techno que vous avez pu visiter en visio tout à l'heure, puis tout ce qui va être tourné autour des biotechnologies, et des projets ingénieurs commandités par des professionnels. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi choisir de devenir ingénieur par la voie d'apprentissage. Globalement, vous avez une présence en école qui est beaucoup moins marquée que les étudiants, ce qui est tout à fait normal. Sur les 3 ans, en gros, vous avez 62 semaines de formation à l'école et 93 semaines en entreprise. Donc là, je vous ai mis un petit contact. Si vous avez des questions sur l'apprentissage par rapport à ça, vous pouvez contacter oniris.apprentissage@oniris-nantes.fr pour avoir plus d'éléments d'information ou répondre à des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre ce soir. Et puis, on est une école qui est ouverte sur le monde. On a parlé un tout petit peu de la mobilité obligatoire, donc sous forme de mobilité académique en Europe avec les programmes Erasmus+, en Amérique du Sud avec le Brésil et l'Argentine, au Canada avec l'Université Québec, ou alors sous forme de stage d'une durée de 16 semaines minimum. Donc là aussi, Lionel et Laurence pourront intervenir s'il y a des questions dans ce domaine-là. Puis il y a la vie étudiante quand même, c'est loin d'être négligeable, même si c'est un peu compliqué pour tous et surtout pour vous à l'heure actuelle. Donc la vie étudiante, donc différentes associations et différentes activités. L'OJAS, c'est la junior entreprise d'Oniris, qui est animée par des étudiants d'Oniris et qui propose à des entreprises leurs services et répondent à des commandes d'entreprise dans le cadre de leur junior entreprise. Implication dans Ingénieurs sans frontières aussi et dans le parcours Brio en collaboration avec Audencia, Centrale Nantes, l'Institut Mines Télécom Atlantique et puis Oniris. Et puis il y a tout ce qui va tourner autour du BDE, du BDS, donc le sport, les clubs sportifs et les différents loisirs, même si c'est un peu restreint à l'heure actuelle. Et puis l'environnement, c'est aussi en dehors de l'école, se déplacer, c'est assez facile de se déplacer vu la localisation de l'école où on est desservi par le tram et les transports en commun. Pour vous loger, on a la chance d'avoir une résidence universitaire qui est à 2 minutes de l'école sur le site de la Géraudière, où on a environ 150 logements qui sont à disposition pour nos étudiants, avec, si jamais vous n'êtes pas dans cette résidence universitaire, des possibilités très larges de pouvoir vous loger en résidence privée, studio-appartement, chez l'habitant ou en colocation. Voilà, rejoignez-nous. Je vous ai remis ici l'adresse du site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations. Vous pouvez poser aussi des questions sur cette adresse mail si jamais on n'a pas achevé d'épuiser le sujet ce soir. Donc, le régime, c'est globalement un externat. Il y a logement possible en résidence universitaire et les droits d'inscription qui sont fixés par le ministère étaient de 1 765 € à la rentrée 2020. Voilà, petit panorama des éléments qui sont à votre disposition. Merci de votre attention et puis on va peut-être pouvoir passer à la partie questions-réponses, sauf s'il y a des petits compléments que veulent apporter mes camarades de jeu.
Non, pas de complément? Non, non, non. Je pense que dans les questions, on placera les compléments en fonction des questions, je pense. Du coup, je vais commencer. Donc, il y a une question concernant, je pense, le Parcoursup. Cela, par rapport aux résultats du coup Parcoursup, ça veut dire qu'il n'y aura pas les résultats avant le 25 avril pour des oraux début mai. Oui, alors je confirme, c'est le 22 que la commission va se réunir pour effectuer cette première étape d'admissibilité. Donc, par rapport aux dossiers qui sont transmis via Parcoursup, et notamment les notes de terminale, puisqu'évidemment, le bac ne sera pas passé. Et tout de suite après, les résultats seront envoyés aux candidats. Mais effectivement, c'est vrai que ça fait un temps relativement court entre cette date d'admissibilité et la date des entretiens. Malheureusement, vu les dates de réception de l'ensemble des informations par les lycées, on ne peut pas faire plus tôt l'admissibilité, en fait. Et par contre, les entretiens, c'est quelque chose qui est très important. Il se trouve que l'année dernière, vu les conditions sanitaires, on n'a pas pu le faire, mais c'est une étape très importante parce que ça permet de discuter. Ce n'est pas juste un entretien de motivation, c'est vraiment voir si les candidats ont compris ce que c'est que l'agroalimentaire et s'ils ne viennent pas là un petit peu par hasard. J'exagère évidemment, mais c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment de vérifier la motivation et la compréhension de ce que c'est que le domaine de l'agroalimentaire, parce que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, justement. Ok. Donc, du coup, par rapport justement toujours à la voie post-bac, si ils habitent loin de Rennes, très loin de Rennes, est-ce qu'il y a possibilité de faire l'entretien en visio? Alors, nous, on aimerait mieux qu'il n'y ait pas du tout de visio. Après, les conditions sanitaires, évidemment, on ne sait pas si elles vont nous le permettre ou pas. Ça, c'est une première chose. Il y a 2 ans, il y a des gens qui venaient de l'autre bout de la France pour faire passer ces entretiens. Donc, ça se fait. Il n'y a vraiment aucun problème. L'avantage, c'est que ça permet de voir sur place des étudiants qui sont dans la formation, donc de les rencontrer, de discuter avec eux, de voir les locaux aussi. Puisque même si Michel l'a précisé, pour ce qui nous concerne, les 2 premières années se passent à Rennes et puis les 3 suivantes à Nantes, c'est quand même bien de savoir où on va arriver avant. Et donc, on privilégie quand même de préférence des entretiens de visu. Maintenant, encore une fois, la situation sanitaire étant ce qu'elle est, je ne peux pas présumer de ce qui va se passer cette année, malheureusement. Donc, concernant le diaporama, est-ce qu'il y a possibilité de le retrouver? Votre micro, il est éteint. Alors, je peux répondre à cette question, moi, parce que en fait, les séances, là, les sessions, pardon, sont enregistrées, donc vous aurez accès au replay sur la page du forum. Suivant. Est-il possible de réaliser la dernière année du cycle ingénieur en apprentissage? Ça ne s'est jamais produit. Je pense qu'a priori, à l'heure actuelle, la réponse est non. Mais par contre, on est en train d'essayer de travailler sur la possibilité. La question, elle est double. Si c'est quelqu'un qui voudrait juste faire et qui n'aurait pas intégré Oniris avant, faire sa dernière année par apprentissage en 3e année, la réponse est non. Il faut que la personne qui pose cette question ait intégré le cycle de formation ingénieur via les différents concours qui existent. Maintenant, une fois qu'elle a intégré via les différents concours qui existent, on est en train de réfléchir à la possibilité de pouvoir proposer à nos étudiants de faire la dernière année sous contrat de professionnalisation. Donc ça, ce n'est pas encore mis en place. Mais en l'état actuel, vous ne pouvez pas basculer en 3e année sur l'apprentissage, ça c'est sûr. Et on réfléchit à la possibilité de pouvoir faire la 3e année sous forme de contrat pro pour certains de nos étudiants. Par contre, c'est possible de bifurquer éventuellement en 2e année. C'est pas fréquent, mais on a quelques étudiants qui suivent la première année normale en tant qu'étudiants et qui deviennent apprentis pour les 2 dernières années. Ça, c'est possible. Ça doit être fait à la marge, mais c'est possible.
Donc, quelles sont les différences entre les approfondissements actuellement en place et ceux à venir à la rentrée de septembre? Alors, il y a des différences sur certains, il y en a un petit peu moins sur d'autres. Les plus grosses différences, on va les avoir sur l'approfondissement qui s'appelle Vivalim, qui n'existe pas du tout. C'est quelque chose qu'on a vraiment créé complètement, qui s'appuie justement sur les compétences dans le domaine de la biotechnologie, mais pas uniquement de la biotechnologie liée à la santé. La biotechnologie, c'est aussi utilisé dans le domaine de l'agroalimentaire, ça se développe de plus en plus. Et en fait, on parle de biotechnologie, mais plus généralement de vivant. La fermentation, par exemple, c'est du vivant. Donc, c'est vraiment des choses qui se développent de plus en plus dans l'industrie. Et donc, on a estimé que c'est quelque chose qu'on avait besoin de développer plus dans notre formation. Donc, c'est vraiment utiliser le vivant au service de l'agroalimentaire, tout en prenant en compte la sécurité. Donc, par rapport à ce qui existe actuellement, qui est une orientation qui s'appelle Sécalim, qui est vraiment tournée vers la sécurité alimentaire, il y a des aspects de sécurité qui vont rester dans Vivalim, mais qui vont être moins développés parce que justement, on ouvre un petit peu plus au vivant, je dirais, positif. Malheureusement, le vivant, ça peut être aussi du négatif, et on est en plein dedans en ce moment, hein, les virus. Mais il y a aussi du vivant positif. Je parlais de la fermentation en particulier. Donc, cet approfondissement-là, c'est vraiment quelque chose qui est complètement nouveau. Le deuxième qui va beaucoup changer, c'est celui qui tourne autour des transitions. Alors, ça se rapproche un petit peu de l'approfondissement qui s'appelle PEPS actuellement, dans le sens où parmi les transitions, on va insister sur notamment la transition énergétique. Comment faire en sorte que les procédés qu'on va utiliser pour produire les aliments soient moins consommateurs en énergie, moins consommateurs en eau, donc plus respectueux de l'environnement. Et ça, c'est des choses qu'on fait déjà dans l'approfondissement PEPS. Ce qu'on va développer par contre un petit peu plus, c'est ce qu'on appelle la transition protéique. Donc actuellement, bah, évidemment, la consommation de viande a tendance à diminuer un petit peu. Les entreprises commencent à réfléchir à utiliser d'autres sources de protéines. Et ce sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup en recherche actuellement à Oniris. Donc les nouvelles sources de protéines qui peuvent être des protéines végétales ou des insectes, par exemple. Et donc, tout ça va être introduit dans l'approfondissement transition. Ça, ce sont des choses qui n'existent pas actuellement dans l'approfondissement PEPS. Pour ce qui est des deux autres, je dirais qu'il y a un petit peu moins de changements, si ce n'est que pour l'instant, c'est un seul et même approfondissement qui s'appelle Eureka, qu'on a choisi de séparer en deux. Donc, un premier qui est non seulement tourné vers l'innovation alimentaire, mais également vers l'entrepreneuriat. Donc, la nouveauté, c'est cette partie entrepreneuriat, création d'entreprise. Et puis, sur la deuxième partie, on a plutôt des aspects développement de nouveaux produits. Donc, les aspects qui vont être du traitement statistique de données d'analyse sensorielle d'une part, mais aussi de données consommateurs, par exemple, qui sont déjà un peu faites dans l'approfondissement Eureka, mais qui vont être un petit peu plus développées. Voilà, pour faire un panorama un peu général, si Michel, tu veux compléter. Non, c'est bon. Donc, pour l'entretien de projet du concours C2, le projet tutoré ou le stage réalisé en deuxième année de DUT, lequel est à privilégier? Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, pour avoir participé beaucoup à ces entretiens, c'est vrai que le stage est souvent mis en avant parce qu'il est plus long. Et puis, il y a beaucoup de DUT qui favorisent les stages à l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'entendre parler d'une expérience à l'étranger. Pour autant, cet entretien, ce n'est pas un entretien qui vise à vérifier vos connaissances scientifiques. C'est plutôt votre capacité à prendre du recul sur un problème quel qu'il soit. Donc, à la limite, que vous choisissiez votre projet tutoré parce que vous y êtes plus investi que votre stage que vous avez choisi pour différentes raisons,
ça peut être intéressant. Encore une fois, ce qu'il faut privilégier dans cet entretien-là, c'est votre capacité à prendre du recul et à nous montrer que vous avez la capacité à, entre guillemets, ne pas être qu'un technicien. Alors, je caricature un petit peu, mais ce qu'on attend d'un ingénieur, c'est justement cette prise de recul, c'est de réfléchir avant de faire un truc, pas foncer tête baissée. Et donc, au moment de l'entretien, c'est un petit peu ça qu'on vérifie. Est-ce que le candidat est capable de ne pas juste faire ce qu'on lui dit, mais de réfléchir un peu avant, voire même de dire non, ce que vous m'avez demandé, ce n'est pas une bonne idée, moi je préfère vous proposer autre chose. Donc c'est ça qui va être important, ce n'est pas tellement le support. Donc, quel est le rythme de l'alternance en formation ingénieur agroalimentaire? Globalement, on peut dire que sur les 2 premières années, c'est quasiment du 4 semaines, 4 semaines. 4 semaines court, enfin, Priscilla pourra, je vois qu'elle hoche de la tête, c'est globalement 4 semaines, 4 semaines de formation, 4 semaines à l'entreprise. Et en dernière année de formation, c'est sur la période septembre-décembre, c'est en formation académique à Oniris. Et sur la partie janvier jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, c'est en entreprise, sauf pour une petite semaine au mois de mars. Mais à ça, il faut déduire les 5 semaines de congé. Oui. Combien d'élèves se présentent donc au concours C2 et combien sont pris à Oniris? Et combien il y a de places cette année pour le concours B? Michel, si tu remets ta diapo où tu as les nombres de Ouais. ça pourra nous aider. Je vais taper. Sinon, le nombre de candidats, c'est un petit peu difficile à dire puisque ce sont des concours communs à l'ensemble des écoles du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est difficile à identifier exactement combien il y a de candidats qui sont spécifiquement, qui souhaitent spécifiquement venir à Oniris. C'est bon, Francine, tu l'as là? Voilà, ouais, tout à fait. Donc, 26 places pour le concours C2. Pour nous, c'est un concours qui est important. On aime bien les gens qui viennent de DUT. On trouve qu'ils ont une formation qui est intéressante. Donc, c'est pour ça qu'on a un nombre de places qui fait partie des plus importants. Et puis, le concours B, vous l'avez juste à côté, c'est 12 places. Est-il possible sur rendez-vous de venir visiter l'école? Joker. Ouais, mais je pense qu'on devrait pouvoir. Ouais, si c'est un étudiant qui dit est-ce que je peux venir, on doit pouvoir s'arranger, qu'il envoie un mail et qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut faire visiter. Mais on n'en fera pas visiter 50 à la fois. C'est pour ça que je dis Joker. Alors, actuellement à AgroCampus Ouest, je rentre l'année prochaine à Oniris. Quand vous parlez d'enseignement différencié en fonction de l'origine, est-ce que c'est possible d'avoir plus d'informations sur les détails de ces enseignements? Ça risque d'être assez technique et assez long. Alors, pour répondre sur la partie AgroCampus, vous avez passé 2 ans de formation à AgroCampus où vous avez globalement eu pas mal d'enseignements en maths, physique, bio en première année et vous commencez à aborder un peu le domaine agroalimentaire en deuxième année. Quand on a mis en place ce concours-là, bien évidemment, on a intégré les étudiants qui auraient passé 2 ans à AgroCampus et qui arriveraient chez nous en première année. Je vais faire assez simple. Je vais dire que globalement, tout ce qui est maths, physique, tout ça, vous n'avez pas à suivre. Francine, elle me corrigera. Par contre, vous avez à réaliser un stage en industrie agroalimentaire, mais c'est à peu près la différenciation que vous aurez. Et puis, il y a pas mal de choses sous forme de projets où vous serez intégré dans les différents projets. Mais rentrer dans le détail, ça serait vraiment très long. Et je pense que, mais par contre, n'hésitez pas à nous contacter. Et on a prévu, pour vous rassurer, une venue des étudiants d'AgroCampus, donc non seulement ceux qui vont intégrer chez nous après 2 ans à AgroCampus, mais éventuellement toute leur promo qui doit être de mémoire programmée au 1er juin.
Donc, venez sur site où on vous parlera de tout ça de façon plus détaillée. Concernant la formation post-bac, est-ce que je peux émettre un vœu pour Oniris plus un vœu pour Agrocampus Ouest ou est-ce que je dois choisir obligatoirement l'un ou l'autre dès le départ? Non, bien sûr, vous pouvez choisir les deux, il n'y a aucun souci. Les entretiens sont communs. Par contre, ce sont deux choix différents pour Parcoursup. Que devient l'approfondissement Sequoia? Il est plus pris en charge par la partie Vivalim, en fait. Il disparaît en tant que tel avec les spécificités qu'il avait, mais le contour de Sequoia se retrouve en partie dans la partie Vivalim, quoi. Mais vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec Nabila Haddad sur la prochaine session en parlant des approfondissements qui sera plus ciblé là-dessus, quoi. Sachant que je rappelle que tout le monde n'ira pas avec Nabila, puisque le groupe est divisé en 3. Petite précision, quand même. Il n'y a pas de rotation du groupe dans les 3 salles virtuelles. Du coup, pour rejoindre ce que vous avez dit, Madame Fayol, j'ai une précision. Quand vous dites les entretiens sont communs, si on est accessible aux deux, fait-on 2 entretiens ou un seul? Non, un seul entretien. Et dans le jury, il y a des membres d'Oniris et des membres d'Agrocampus. Donc, on décide ensemble de l'admissibilité. Ensuite, on fait 2 listes. Donc, une liste des admis pour Oniris et une liste des admis pour Agrocampus, puisque sur Parcoursup, ce sont 2 résultats différents. Mais les modalités sont exactement les mêmes. Donc, c'est un seul entretien. C'est une question auquel on devait s'attendre. Les DUT vont disparaître et vont devenir des buts 3 ans à la rentrée. Qu'est-ce que cela change dans votre recrutement? Alors, les concours, un peu de joker, mais on a compris. Pour l'instant, malheureusement, on a demandé à notre ministère de tutelle, donc le ministère de l'Agriculture, ce qu'il en était, puisque, encore une fois, tous les concours sont organisés par le ministère. Ce n'est pas nous qui organisons spécifiquement les concours. Il semblerait que les passerelles entre les DUT et les écoles d'ingénieurs puissent se faire à l'issue des 2 premières années de ce qui va devenir le BUT. Donc, a priori, ça ne devrait pas changer en termes de durée d'études. Par contre, les modalités du concours pourront peut-être changer, et notamment les entretiens. Je ne sais pas au sein des nouveaux diplômes de bachelor si les stages auront lieu au même moment. Et en l'occurrence, puisqu'il y a effectivement, on en a parlé tout à l'heure, d'un entretien à propos soit des stages, soit des projets tutorés, il est possible que ces entretiens changent un petit peu. Ça, malheureusement, pour l'instant, on n'en sait rien. Le ministère nous a dit qu'il se pencherait dessus en 2022. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc pour ceux qui sont en DUT cette année, quels seront les enseignements différenciés à la rentrée? Alors pareil, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est de dire que les gens qui sont en DUT, je l'ai dit à l'instant, ils ont déjà fait des stages. Donc, ce n'est pas forcément indispensable qu'ils refassent un stage de découverte de l'entreprise. Par contre, il y a des domaines où ils vont avoir une formation un petit peu moins soutenue que ceux qui viennent de prépa. Et je pense notamment aux aspects mathématiques un peu plus fondamentaux, aux aspects statistiques également. Donc, ils vont avoir des choses un peu plus poussées là-dedans. Pareil sur de la physique, alors fondamentale entre guillemets, parce que ce n'est pas non plus hyper fondamental, mais quand même un petit peu plus. Alors après, il faut quand même être honnête, tous les DUT n'ont pas exactement les mêmes contenus. Donc, en fonction des DUT, nous, on est plutôt parti sur les DUT type agroalimentaire parce que ce sont ceux qu'on recrute le plus. Et donc, on a remarqué des manques justement sur ces disciplines-là. Donc, c'est là-dessus que vont porter la différenciation.
Est-ce qu'il existe une spécialité biotechnologique, du coup, en 3e année? Alors, oui et non. Michel l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. On est en pourparlers avec l'Université de Nantes pour créer un parcours de master qui sera cohabilité entre la faculté de pharmacie de l'Université de Nantes et Oniris. Donc, malheureusement, je dis oui et non, tout simplement parce que pour l'instant, cette formation n'existe pas encore. Il y a toutes les chances qu'elle voit le jour, puisque l'université est vraiment très, très intéressée par l'apport d'Oniris dans ce domaine-là, puisque les pharmaciens, en fait, n'ont pas la connaissance de la production des biomédicaments. Eux, ils connaissent la partie labo, mais pas la partie production. Et donc, il y a toutes les chances que ce diplôme s'ouvre, mais pour l'instant, c'est un petit peu difficile d'en parler, puisqu'on aura l'avis officiel seulement l'année prochaine. Pour autant, pour ceux qui vont rentrer à la rentrée 2021, ils pourraient suivre ce master en 2023. Donc, évidemment, d'ici là, les choses seront mises en place. Il faut savoir quand même que sur la construction qu'on a faite sur la 2e année en particulier, j'ai dit qu'il y avait quand même un grand nombre de possibilités en termes de choix de parcours en 2e année. Il y a tout un volet autour des biotechnologies qui a été développé dans ce cadre-là. Qui permettront à nos étudiants de pouvoir intégrer ce ME2 quand il ouvrira sans aucune difficulté. Mais la construction de la maquette, elle a été pensée également en intégrant cette possibilité-là. En fait, je vais apporter une petite précision. La question se pose parce que justement, Clara a parlé justement de la filière biotechnologique qu'elle voulait faire, mais du coup, c'est sur l'ancienne, c'est sur la maquette actuelle et pas sur la prochaine qui va être mise en place. Et je pense que c'est ce qui a un peu porté à confusion sur cette filière. Alors, la filière telle qu'elle existe actuellement, effectivement, ne sera plus proposée. Mais comme vient de le dire Michel, en 2e année, et notamment au semestre 8, il va y avoir des propositions d'unités d'enseignement au choix qui reprennent une bonne partie de ce qui est fait actuellement. Oui, tu peux nous le montrer, c'est parfait. Donc, vous avez ici, alors, si vous arrivez à voir si ce n'est pas écrit trop petit, vous avez tout un bloc ici, effectivement, la première colonne qui reprend pratiquement intégralement des choses qui sont actuellement faites dans l'approfondissement biotechnologie actuel. Donc, ce n'est pas présenté de la même manière parce que ça veut dire que des étudiants ne sont pas obligés de suivre la totalité de ce qui est dans la première colonne, mais qui peuvent prendre un de ces blocs ici et puis aller chercher quelque chose d'autre dans la 2e colonne pour leur 2e bloc. Donc, c'est des choses qui vont être beaucoup plus personnalisables que ce qu'on fait maintenant. Actuellement, en S8, donc en 2e année, on a la possibilité de faire cet approfondissement en biotechnologie ou de continuer dans l'agroalimentaire. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup plus d'autres choix. Tandis que là, on va pouvoir beaucoup plus panacher, donc prendre des UE au choix qui vont être variés et donc, encore une fois, plus personnalisés. Et puis, le S7 aussi va pouvoir proposer des choses qui sont différentes. Donc, suivant le semestre sur lequel sera choisie la mobilité à l'international, eh bien, on peut aussi… C'était mis le S7, Francine. Pardon ? C'était mis le S7. Oui, on peut aussi choisir le semestre en fonction de ce qui va être possible de suivre quand on reste à Oniris. J'avais perdu mon écran. Quels sont les points forts selon vous d'Oniris et pourquoi choisir d'intégrer cette école après un bac+2? Bon, vous voulez que je réponde un petit peu, histoire de parler un peu? Ouais, vas-y Lionel. Comme il n'y a pas trop de questions sur l'international, je vais essayer de dire autre chose. Bon, alors, comme disait mon collègue aussi tout à l'heure, ça peut être un peu long hein, de citer tous nos points forts, donc je vais en citer quelques-uns. Bon, déjà, est-ce un point fort? En tout cas, c'est une spécificité. On est vraiment une école d'agroalimentaire et pas avec une spécialité agroalimentaire au milieu d'un bloc, on va dire, général d'agronomie. Donc déjà,
Ça, c'est déjà un point fort parce qu'on a des étudiants qui vont sortir évidemment avec une valence dans l'agroalimentaire qui sera très, très reconnue. C'est aussi une école qui a toujours été bien reconnue par les industriels et j'allais dire par un grand panel d'industriels, c'est-à-dire aussi bien dans la production, la transformation agroalimentaire, mais aussi bien les équipementiers, puisqu'on est aussi assez reconnu pour tout ce qui est évidemment le génie des procédés. C'est un des points forts aussi de l'école. Donc, ce qui fait que ça ouvre quand même un champ de type d'industriel assez important. Après, tant que je suis là, j'en parle aussi. Un autre point fort, malgré tout, c'est l'international, parce que vous pouvez aller sur différents sites de différentes écoles. Alors, certaines vont afficher évidemment 15 doubles diplômes avec des pays partout, et puis après, vous apercevez qu'il y a un double diplôme qui vient tous les 3 ou 4 ans. Ici, au NIRIS, on va peut-être afficher un petit peu moins de partenaires, mais voilà, pour vous dire, depuis que les projets avec le Brésil existent, on a échangé en tout, dans les deux sens, plus d'une centaine d'étudiants. Plus de 50 doubles diplômes, que ce soit des Brésiliens, etc. Donc déjà, on a un campus qui a vocation à devenir de plus en plus international. On a une proximité aussi sur le campus qui fait que les étudiants rencontrent aussi des étudiants internationaux de niveau master ou doctorat. Et ça a vocation à devenir vraiment un campus international. Voilà pour nos points forts. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres que peuvent aussi… La halle, évidemment, la halle et nos équipements. Il y a très, très peu d'écoles en France, mais même en Europe, où ils peuvent se vanter d'avoir une halle de cette importance et de ce niveau-là. Enfin, moi, pour avoir tourné pas mal dans d'autres pays et avoir fait visiter à pas mal d'étrangers, je pense que de ce côté-là, on est extrêmement bien doté. Voilà quelques points forts. Je laisse mes camarades et collègues compléter. Je pense que tu as dit l'essentiel, mais c'est vrai qu'il y a tout un environnement en termes de plateau technique qui est quasiment unique par rapport aux écoles sœurs. Voilà, vous avez un grand plateau d'analyse sensorielle, vous avez une halle de technologie de 3000 m², vous avez une salle de co-design. Voilà, vous avez un environnement qui entoure vraiment votre formation qui est assez exceptionnel. Donc, selon vous, un étudiant ayant un bac S mention bien a-t-il des chances d'être pris pour la prépa intégrée? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà son bac, puisque normalement, ceux qui sont en terminale, au moment où on voit leur dossier, ils n'ont pas encore passé le bac. Je dirais que oui. Après, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Je ne peux pas généraliser sur ce que j'ai vu l'année dernière. L'année dernière, oui, c'était le cas. L'année prochaine, s'il y a plus de candidats, ça ne sera peut-être pas le cas. J'aurais tendance à dire que oui. Après, je pense que c'est parce qu'il y a des étudiants, des fois, ils font une première année de licence et après, ils redemandent sur Parcoursup. Alors, c'est tout à fait possible, on en a, effectivement. Donc, du coup, pour le concours C2, est-il recommandé de faire une prépa ATS ou bien est-ce uniquement pour le concours C? Non, ce n'est pas la peine. Très franchement, ce n'est pas la peine. C'est dommage. Alors, ce n'est pas la prépa ATS en plus. La prépa après un BTS ou un DUT, à mon avis, ce n'est pas celle-ci, mais peu importe. Le concours C2, justement, on a un concours spécifique qui est ouvert aux écoles d'ingénieurs et pas aux écoles vétérinaires. Et donc, nous, on va regarder vraiment les aspects techniques, notamment. Et si on a choisi de créer ce concours C2, c'est justement pour permettre aux DUT qui nous intéressaient, donc j'ai parlé des UT agroalimentaires notamment, de venir directement sans avoir à passer par l'année de prépa post-BTS DUT. Donc non, ça ne sert à rien si c'est pour passer le concours C2. Et justement, concernant les recrutements, est-ce que des recrutements génie biologique option environnement, c'est possible? C'est moins fréquent, mais c'est possible. Du coup, ça va être plus pour Lionel Boileau concernant l'international. Donc, y a-t-il la possibilité de faire une ou des années à l'international? Si oui, où?
Bon, Laurence peut répondre aussi ou compléter, évidemment. Alors, pour l'instant, sur l'international, on va dire on est sur ce qu'on appelle un semestre obligatoire, hein, c'est-à-dire, alors un semestre, officiellement, c'est 4 mois, hein, c'est 16 semaines. Alors, pour l'instant, évidemment, on ne propose pas la possibilité de partir une année à l'international et on ne s'est pas envisagé, par exemple, de partir le S7 et le S8, ça c'est pas possible. Donc, par contre, on ne vous interdit pas d'avoir fait un semestre à l'international et de repartir en stage de 3e année à l'international, voire le stage d'été de fin de 2e année. C'est que vous partez, j'allais dire, si vous voulez, plusieurs fois. Nous, on impose juste qu'il y ait un semestre à l'international. Voilà, donc je pense savoir. Le diplôme pour ceux qui veulent partir plus longtemps. Pardon. Oui, alors, merci Francine. il y a effectivement le double diplôme avec le Brésil où là, les étudiants vont partir effectivement après le semestre 7 pour partir au Brésil. Alors, comme on change d'hémisphère, on change j'allais dire de début d'année. Donc, ils vont refaire un semestre 7 bis au Brésil, puis le 8, puis le 9. Et puis ensuite, ils vont partir en stage. Donc, globalement, on rallonge les études de 6 mois pour avoir ce double diplôme avec les universités de Sao Paulo ou de Florianopolis, voilà, ou de Santa Catarina. Donc, du coup, je pense qu'on a un peu répondu à la question par rapport à combien il y avait de stages obligatoires à l'international. Et est-ce qu'il y avait la possibilité de faire une 3e langue? On peut faire du portugais, oui. si on envisage de faire un double diplôme ou de partir au Brésil. Oui, mais on laisse tomber la 2e à ce moment-là. Voilà, ce n'est pas une 3e réellement. On peut avoir 2 langues à la fois en même temps. Hein. Au bout de 3, il n'y a plus assez de place. D'accord. Pour le concours B dès la L2, est-il handicapant pour réussir une fois dans l'école? Alors, le concours B, c'est une très longue histoire parce qu'il y a 5 ou 6 ans, il était à la fin de la L2 et il était séparé entre les écoles d'ingénieurs et les écoles vétérinaires. Il y avait 2 concours différents. Le ministère a choisi de regrouper tout ça et de le passer en L3. Ça a été un gros souci pour les écoles d'ingénieurs qui ont beaucoup moins recruté de personnes qui, après la L3, voulaient revenir en école d'ingénieurs. C'est un peu moins vrai pour les écoles vétérinaires. Et donc, le ministère est revenu en arrière en disant finalement, non, ce n'était pas une bonne solution. On revient à un concours à l'issue de la L2. Donc, pour nous, non, ça n'est absolument pas un handicap. Bien au contraire, on est très content qu'il soit revenu en L2 et on espère bien avoir de nouveau un recrutement en quantité plus important que ce qu'on a eu ces dernières années. Comment se passe l'organisation des stages à l'international? Localisation, logement, durée, année concernée et quel pays choisir? Alors, bon, je vais répondre. Alors, déjà sur le logement, j'allais dire que c'est l'étudiant qui se cherche un logement. On n'a pas de service de placement de logement à l'international. Par contre, on a une base de données, effectivement, où chaque étudiant, quand il revient, explique ce qu'il a fait, où il a fait son stage, enfin, tous les éléments pratiques. Donc, les étudiants, évidemment, peuvent avoir des renseignements. Alors, cette base de données va évidemment être de plus en plus fournie, surtout que maintenant, la mobilité devient obligatoire. Alors après, quel pays choisir? J'allais dire, bon, dans la présentation, vous avez vu les pays principaux avec lesquels on travaille, mais on travaillait avec ces pays-là, d'autres ne sont pas cités, tout simplement parce qu'on travaillait sur l'ancienne maquette et où on avait un petit peu certaines contraintes et notamment, on ne partait pas forcément en stage sur le semestre 7 ou le semestre 8 à l'international. Et ce qui fait qu'on avait très peu d'étudiants qui partaient chez des partenaires qu'on pouvait avoir sur des stages un petit peu plus orientés recherche ou laboratoire. Donc, évidemment, depuis qu'on a mis cette mobilité obligatoire, on a fortement développé nos partenariats qui ne sont pas encore présentés aujourd'hui,
Mais on a un panel qui est très étendu. On a évidemment l'Amérique du Sud, on a signé avec la Colombie aussi, mais évidemment, la crise du Covid nous a empêchés de tester beaucoup de choses. On a des partenariats avec des laboratoires en Indonésie, on a des partenariats au Cambodge, on a des partenariats à Taïwan qui viennent de démarrer, alors surtout pour les gens de biotechnologie. Là, voilà, donc je vais lancer l'annonce d'ici peu pour les étudiants actuels de deuxième année. Et donc voilà, après, c'est vraiment votre projet professionnel qui doit vous guider dans votre choix de où vous voulez aller, par rapport à ce que vous voulez faire et à votre appétence, évidemment, par rapport à ce qui est proposé. Soit un stage Alors, les stages en entreprise, les stages industriels, on s'aperçoit quand même que les étudiants partent beaucoup en Europe. C'est plus sécurisant, on va dire, par rapport aussi à une sécurité du droit du travail, ce genre de choses, c'est plus sécurisant. Par après, en laboratoire, on a des partenaires un petit peu partout. Donc, voilà. Mais autrement, toute l'organisation, c'est par vous-même. On donne des bourses, par contre. Voilà. Jusqu'à présent, on a beaucoup de bourses pour la mobilité internationale. Est-ce qu'il y a un stage à l'étranger proposé pour la voie de l'apprentissage? Alors, ça fait partie des obligations, donc oui, ça n'est pas le cas pour les étudiants actuellement qui ont une obligation de mobilité à l'étranger qui est relativement réduite, mais c'est quelque chose qui va être mis en place dans la nouvelle maquette. Donc, par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, les apprentis ne vont pas pouvoir faire une mobilité pendant les semestres 7 ou 8, mais par contre feront une mobilité pendant l'été entre le S8 et le S9. Est-ce que vous avez un partenariat avec l'école d'ingénieurs Réunion de l'océan Indien pour un semestre d'échange en troisième année? Alors, ce dossier, je l'ai vu parce que beaucoup ont cru que la Réunion, c'était l'étranger et l'international. Bon, je rappelle que ça reste la France, mais bon, je l'ai vu. Alors, si je ne dis pas de bêtises, Francine, oui, on a un partenariat. Alors, pas pour de l'échange bilatéral, mais pour de l'échange unilatéral. C'est-à-dire que pour l'instant, on accepte que des étudiants, effectivement, de troisième année de l'ESIROA, je crois qu'on a une étudiante, on a eu une étudiante. Oui, tu as raison. Voilà, donc effectivement, c'est une possibilité. Et maintenant, on a été approché par les Irois pour voir si éventuellement on ne pouvait pas mettre en place un partenariat, je dirais, bilatéral. Oui, ouais. C'est une belle école. Rien n'est fait encore par rapport à ça. Une belle école, une région sympa. Ouais, alors j'en profite d'ailleurs pour les saluer parce que j'ai une vague d'inscription de les Irois. C'était quand hier. Voilà. Ouais. Donc avec le décalage d'horaire, je leur souhaite la bienvenue. L'approfondissement biotechnologie et bioprocédés permet-il de travailler dans la santé animale? Ça dépend de ce qu'on entend par santé animale. Si c'est travail dans le secteur biopharmaceutique, oui, ça peut être des médicaments à destination de la santé animale, mais sinon, donc je suis assez réservé là-dessus. Francine? Oui, santé animale, ça veut tout et rien dire. Ouais, voilà. L'objectif, c'est d'apprendre à fabriquer des biomédicaments. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à des pharmaciens. Les pharmaciens, ils connaissent le développement de molécules au niveau du laboratoire et nos ingénieurs, ils vont faire la partie industrialisation de ce qui a été développé au labo. Donc après, si c'est pour développer des médicaments qui servent aux animaux plutôt qu'aux humains, il n'y a pas de différence pour nous en termes de formation. Donc oui, c'est possible. Par contre, ça ne va pas se substituer à d'autres métiers qui tournent autour de la santé animale. Concernant donc les années de césure, est-il possible de la faire entre la deuxième et troisième année? Sont-elles surtout conseillées? Si oui, du coup, entre quelles années sont-elles recommandées? Une année de césure est possible. On conseille aux étudiants de la faire entre la deuxième et la troisième année. Elles ne sont pas encouragées pour deux raisons. D'abord, ça rallonge quand même d'un an la durée des études et il faut quand même arriver à financer cette partie-là. Les étudiants déposent des dossiers, ça peut se faire sous forme de convention, c'est examiné
par les différents conseils de l'établissement pour savoir si la césure elle est acceptée en étant conventionnée ou si la césure elle est libre par rapport à l'étudiant. Mais la période pour une césure, c'est entre le semestre 8 et le semestre 9 pour une année, quoi. Mais on n'a pas énormément de dossiers. Là, cette année, on a reçu un dossier. Je crois que l'an dernier, on avait 2-3 étudiants qui étaient en césure ou quelque chose comme ça de mémoire. Mais ce n'est pas des choses qu'on encourage fortement, hein. Ça peut avoir vraiment un intérêt si les étudiants se posent pas mal de questions par rapport à leur projet professionnel. Ça peut permettre d'avoir des activités dans des secteurs assez différents, sous forme de stage ou autre. Ça peut permettre aux étudiants de leur ouvrir un peu les yeux sur les possibilités qui peuvent s'offrir à eux en termes de projet professionnel et d'affiner ça. Mais voilà, une césure, c'est pas, ça se construit, quoi, ça se réfléchit. Mais c'est possible. Quelles sont les langues proposées en LV2? De toute façon, il y a les langues proposées à Oniris, c'est bon, anglais pour tout le monde. Ça, c'est pour des questions de validation du diplôme et de niveau d'anglais général. Après, en LV2, c'est espagnol, allemand, portugais, voire à nouveau anglais si les étudiants sont considérés comme étant trop faibles en anglais, que seule une LV1, ça leur poserait des difficultés pour valider leur TOEIC. Habituellement, est-ce que les étudiants… Pardon, excuse-moi, parce qu'on arrive à 19h. Oui, il me reste une question, je crois. Une question, ok. Et moi, j'aimerais bien que, parce que ça fera la transition, je poserai la question qui vient de Lucie. Voilà. Ah bah justement, c'est ça. Voilà, habituellement, mais je trouve que c'est Oui. une excellente transition en fait vers les sessions qui sont du coup les différenciées, puisque vous avez reçu en tant que participant dans l'email un email personnalisé finalement. Vous avez accès maintenant à une salle virtuelle avec un binôme étudiant-enseignant. Alors, c'est des étudiants de troisième année. Donc, ça va pouvoir être intéressant de continuer cette discussion, de continuer à poser les questions. On n'a volontairement pas fait de présentation par approfondissement, parce que vous l'avez compris, c'est en train on est en train de faire évoluer cette maquette pédagogique. Donc, c'était pas très pertinent finalement de parler des approfondissements dans le détail, tels qu'ils existent aujourd'hui. Par contre, vous pouvez continuer à échanger donc, avec les enseignants. Donc, vous allez retrouver l'email que vous avez reçu hier soir, quitter cette session et vous diriger vers la salle virtuelle de l'enseignant en question. La question en fait que voulait poser Priscilla et qui m'intéresse moi pour la transition, c'est est-ce que habituellement les étudiants qui arrivent dans l'école savent déjà sur quoi ils veulent se spécialiser, où ils veulent partir à l'étranger, quel métier ils veulent faire précisément. Et ça, c'est typiquement le genre de questions que vous pourrez poser aux étudiants qui vous accueilleront dans la nouvelle salle virtuelle tout de suite maintenant, quoi. Voilà. Merci infiniment aux enseignants. Merci à Priscilla pour la modération. Et puis je vous rappelle que cette session est enregistrée et donc le replay sera disponible sur la page du forum.